la première. Podcast. Un jour dans l'histoire. Laurent Dehaussais. Nous sommes le 25 août 1914 au fort de Suarlé à Namur. Il est 17h. Après plusieurs jours de bombardement dans un air devenu respirable, les soldats belges se rendent. C'est le brancardier aumônier Charles van den Bosch qui est chargé de signifier la reddition auprès des Allemands. Ayant perdu la vue en 1915, le franciscain va ensuite dédier sa vie à l'amélioration du sort des personnes malvoyantes. En 1922, il fonde l'œuvre nationale des aveugles. Et le 9 mars 1945, Charles van den Bosch meurt au camp de Dachau. On le connaissait aussi sous le nom de Père Agnello. Allez, deux comme une passeur, mon gars. Montez. Allez. Bazar. Il est blessé. Elle me laisse monter. Antonin, écoute-moi. Antonin, tu m'entends? Allez, avancez. On va s'en sortir. Allez. T'as pas d'enfant? Non, mon lieutenant. T'es pas marié? Non, mon lieutenant. Allez, fils. Allez, va. Oh. Allez. Un jour dans l'histoire. Laurent Dehaussais. Et pour évoquer ce parcours, celui de Charles van den Bosch, alias le Père Agnello, avec nous Antoine Terwine. Bonjour Antoine Terwine. Bonjour. Pour l'œuvre nationale des aveugles, Charles van den Bosch est né le 22 septembre 1883 à Roubaix, au sein d'une famille belge. Dans quel milieu grandit-il? Alors, il grandit dans une famille assez pieuse, pas très riche, mais pas non plus pauvre, et il grandit vraiment dans la religion et notamment dans une église de pères franciscains à Roubaix. Et il est le 11e enfant d'une famille qui en comptera 12, ouais, et dont 6 des enfants iront chez les franciscains. Donc voilà. Le 23 septembre 1899, c'est une date importante dans la vie de Charles van den Bosch. Là, il a 16 ans. Et donc, que se passe-t-il pour lui? Alors, en fait, à cette époque-là, Charles van den Bosch entre dans l'ordre des frères mineurs, donc le 23 septembre, et donc il a 16 ans, et il reçoit comme nom de religion Agnello, donc le petit agneau, sûrement en référence au fait qu'il était vraiment hyper actif, et donc on voulait le calmer un petit peu. D'accord. Et donc voilà, frère Agnello au début. Les frères mineurs, couramment appelés les franciscains en fait. Oui. Franciscains, donc cet ordre, pour rappel, un religieux catholique né en Italie sous l'impulsion de François d'Assise en 1210. Alors en 1906, Charles van den Bosch est ordonné prêtre. Est-ce qu'on connaît son parcours jusqu'à 1914, dont on va beaucoup parler bien sûr? Alors oui, on connaît un petit peu son parcours. Donc il suit plusieurs formations religieuses avant d'être ordonné prêtre, notamment en philosophie et en théologie. Et ensuite, il va être envoyé aussi à Louvain pour étudier la théologie et pour parfaire sa formation. Ouais. Par contre, il ne finira pas ses études à ce moment-là puisque ses yeux sont déjà très fragiles et donc il est souvent avec beaucoup de maux de tête, il ne sait pas lire pendant plusieurs heures et donc forcément la formation se termine et donc il va rentrer simplement dans le couvent, faire des messes, voilà, ça va être un peu ça sa vie jusqu'en 1914. Juillet 1914, le Père Agnello est mobilisé à Anvers. Quelle sera son affectation? Alors en fait, il va être mobilisé comme infirmier brancardier qui va faire aussi fonction d'aumônier. On va peut-être dire un mot de Suarlé, où il va être envoyé. Donc le fort de Suarlé près de Namur, c'est un des forts qui protège la région. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc en fait, c'est un des 9 forts qui a été construit entre 1888 et 1891 autour de Namur. À cette époque, c'était pour défendre la neutralité de la Belgique contre les velléités françaises ou allemandes, qui étaient susceptibles d'emprunter la vallée de la Meuse et donc d'envahir Namur. Et donc ces forts avaient été construits de cette époque-là, donc avec les armes de cette époque-là, n'avaient pas du tout été pensés pour la guerre 1914, mais ils vont être utilisés comme les forts à Liège, pendant la guerre de 1914. Voilà, Namur qui sera donc la ville qui, après Liège, se retrouve en première ligne de l'offensive allemande. On évoque le parcours de Charles van den Bosch, alias le Père Agnello, qui va fonder, on va le voir, l'œuvre nationale des aveugles.
Je suis le général Henri-Alexis Brialmont, concepteur des forts de la Meuse. Nous sommes en train de vivre une catastrophe. J'avais pourtant pensé à tout. Une structure semi-enterrée, des murs d'épais béton, des ponts roulants, des canons de différents calibres. Ils étaient des prouesses d'architecture militaire. Un jour dans l'histoire, Laurent de Hausset. Voilà, les prouesses de l'architecture militaire qui, vous l'avez rappelé, Antoine Terwine, vont devoir malgré tout capituler devant l'avancée allemande. Alors à partir du 21 août, l'armée allemande attaque donc ces forts qui protègent Namur. À partir de là, que se passe-t-il? C'est une bataille qui est très inégale. Oui, c'est une bataille vraiment très inégale puisque les Allemands viennent de Liège où ils ont vraiment appris comment combattre des forts, puisqu'à Liège, ils ont perdu énormément d'hommes et se sont simplement dit qu'avec les munitions qu'ils avaient, ils pouvaient, sans perdre trop d'hommes, attaquer les forts pendant plusieurs jours sans aucun problème, puisqu'ils avaient de l'artillerie vraiment très lourde et dont les forts qui étaient construits bien avant ne résisteraient pas. Et donc voilà, ils ont commencé à partir du 21, donc du côté est de Namur, et le fort de Suarlé étant à l'ouest, c'est surtout à partir du 23 août que le fort va être attaqué très, très fortement. Ouais. Dave et Suarlé résistent en dernier. Suarlé, le dernier, il est environ 17 heures, donc après 5 jours de bombardement, une centaine d'hommes ont été tués. L'air, on l'a dit, est devenu irrespirable. Alors il faut imaginer évidemment que c'est une pluie d'obus qui s'abat, qui crée d'importants nuages de fumée, de poussière, donc on ne voit rien, on ne voit pas l'ennemi ne vous voit pas. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir signaler à l'ennemi justement qu'on désire se rendre? Oui. Alors en fait ici, donc le commandant du fort, le commandant Moisse, demande au père Agnello d'aller négocier la reddition. Et le père Agnello, n'ayant pas nécessairement de drapeau blanc, et puis surtout avec cette fumée, etc., on ne voit pas très bien, et donc il va prendre son calice. Et il va le tenir levé à deux mains, le plus haut possible au-dessus du fossé, et il va traverser les ruines d'abord, et puis après la mitraille, puisque ça continue évidemment à tirer, et il essaye vraiment de le lever le plus haut possible pour qu'on comprenne son geste comme un signe de paix, et il va s'avancer comme ça vers les troupes allemandes. Ouais. C'est une image évidemment très forte. Oui, imaginez ce prêtre qui sort de cette fumée, de cette terre irrespirable avec son calice devant lui. Alors, il s'avance à travers la mitraille. Il dit donc aux Allemands, voilà, on désire se rendre. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, les Allemands lui posent le revolver sur sa poitrine et lui demandent d'aller chercher le commandant du fort. Et voilà, il va aller, il aura 2 minutes pour y aller, donc il va vite courir chercher le commandant du fort qui va bien évidemment revenir vers les Allemands et voilà, la reddition sera effectuée comme ça. Le commandant Moisse qui offre son épée en signe de reddition. On dit que les Allemands au fond ont été impressionnés par le courage des soldats belges. Oui, ils ont été impressionnés et puis voilà, il paraîtrait que les Allemands ont fait une espèce d'aide d'honneur aux soldats qui se sont rendus là, puisque c'est vrai qu'ils se sont battus vraiment jusqu'à la fin et c'est justement cette fumée qui les a empêchés vraiment de continuer, quoi. Et les Allemands auraient autorisé le commandant Moisse à reprendre son épée. Le père Agnello sera décoré plus tard d'ailleurs pour son action lors de cette prise de fort de Suarlé, mais avant cela, il est fait prisonnier. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc il est fait prisonnier et il va être transféré à l'hôpital militaire de Namur, toujours en gardant ses fonctions d'aumônier, puisqu'il avait ces fonctions-là dans le fort. Et donc le 27 août 1914, il va être transféré à l'hôpital militaire de Namur. Et il faut préciser que le père Agnello souffrait depuis longtemps, vous l'avez dit, d'un handicap aux yeux, vraisemblablement une forme grave et évolutive de myopie. On va revenir à cet épisode puisqu'il va décider en quelque sorte le reste du parcours du père Agnello, alias Charles van den Bosch. 14-18 en province de Namur, c'est une invasion militaire qui touche les 4 coins du territoire provincial. Lors de ces combats, des milliers de soldats belges, français et allemands perdent la vie. « 14-18 en province de Namur, c'est le massacre de centaines de civils et la destruction de dizaines de villes et villages, sans compter les otages, les blessés, les rescapés, les déportés et les réfugiés. » Un jour dans l'histoire, Laurent de Hausset. Nous sommes en septembre 1915, donc on l'a dit, la vue du père Agnello se dégrade. La fumée des bombardements n'a évidemment rien arrangé. Antoine Terwine, qu'est-ce qui se passe pour lui?
Alors ici, donc sa vue se dégrade effectivement très rapidement. Juste avant la guerre, il avait pu contacter un médecin et ses yeux, en fait, étaient un peu redevenus, on va dire, normaux. Mais voilà, la guerre a vraiment détérioré très très fort ses yeux. Et en septembre 2015, il est presque aveugle. Et 1915, 1915, pardon. Il va, pour recevoir des meilleurs soins, il est autorisé à se rendre au domicile de son frère, au couvent des franciscains à Montigny-sur-Sambre. Mais par contre, là-bas, malgré les meilleurs soins, il va complètement devenir aveugle du jour au lendemain. C'est toujours un peu comme ça dans ces cas-là. On est malvoyant, donc très malvoyant. Il était très malvoyant. Et puis, le lendemain, il est complètement aveugle. Et donc, il doit renoncer à pas mal de projets. Il avait le projet de devenir missionnaire, c'est ça? Oui, tout à fait. Notamment en Chine, puisque son frère était là-bas en Chine. Et donc, il avait notamment ce projet-là, mais il aimait surtout beaucoup lire. Il aimait vraiment faire des messes. Et voilà, tout ça, il l'aimait vraiment. Et là, du jour au lendemain, il se retrouve sans tout ça. Il est obligé de vivre un peu reclus, puisque à cette époque-là, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour les aveugles. Alors les années vont passer, on arrive à l'année 1920. Oui. Il faut préciser qu'après la guerre, la reine Elisabeth a joué un rôle important dans le sort des malvoyants, des aveugles. Oui, donc déjà pendant la guerre, elle essayait d'aider au maximum. Et puis, elle va fonder l'Institut royal des aveugles de guerre de Boitsfort. Et elle va le fonder en 1918, donc juste après la guerre, pour aider vraiment les personnes aveugles à retrouver une certaine autonomie, qu'on pourrait dire aujourd'hui, à donc lire le braille, à apprendre de la musique. C'est quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur. Et donc, effectivement, en 1920, le père Agnello va entrer dans cette institution et il va y apprendre l'écriture braille, à se déplacer correctement. Il va même y apprendre le piano, le violon même. Donc voilà, ça va vraiment être pour lui une façon de se relever de ça, puisqu'il était vraiment très affaibli après tomber aveugle. Et donc, il va vraiment revivre grâce à ça. On imagine bien que Charles van den Bosch, donc le père Agnello, a repris confiance. Et puis 1922, donc là, il prend une décision très importante. Oui, tout à fait. Il prend la décision d'ouvrir l'œuvre nationale des aveugles. À l'époque, l'Institut pour aveugles donc de Boitsfort vient de fermer, puisque ses missions sont terminées. Donc il ferme, et là, le père Agnello décide d'agir. Mais il décide d'agir un peu autrement par rapport à ce qu'on faisait à l'époque, puisque à l'époque, effectivement, on aidait les aveugles à sentir un peu mieux, mais ils étaient quand même encore fort assistés. Et lui, sa thèse, ça va vraiment être que l'aveugle est un homme comme les autres, à ceci près qu'il ne voit pas. Et donc, il veut vraiment que les personnes aveugles participent à la société. Et c'est dans cette optique-là qu'il va fonder l'œuvre nationale des aveugles, qui s'appelle au début Caisse de prêt et de secours professionnels aux aveugles. Et c'est en 1925 qu'elle devient officiellement l'œuvre nationale des aveugles de Belgique. Il est soutenu par la reine Elisabeth? Oui, il est soutenu. D'ailleurs, quand l'Institut pour aveugles ferme ses portes, la reine Elisabeth va lui offrir une montre tactile, donc avec des points pour voilà. Et donc c'est vrai qu'il a beaucoup participé déjà à l'Institut pour aveugles, mais comme il ferme, il veut vraiment agir par rapport à ça, quoi. Ça fonctionne comme quoi? Comme un atelier, comme une entreprise au fond? Alors au début, ça fonctionne comme une entreprise. On pourrait aujourd'hui l'appeler entreprise de travail adapté. D'ailleurs, elle existe toujours. Elle s'appelle ONA Entreprise, donc Œuvre nationale des aveugles entreprise, et elle est toujours à Schaerbeek. Et donc voilà, à cette époque-là, donc c'est une entreprise qui emploie des aveugles pour des travaux de canage de chaises, de découpage et de sciage de bois de chauffage. Voilà, c'est vraiment une entreprise qui permet aux aveugles d'être au travail, et ils vivent aussi dans le bâtiment, donc ça leur permet aussi de vraiment s'intégrer dans une société. Et on retrouvera au fond la tradition, je dirais presque des moines copistes. Enfin, il va y avoir ce sont des moines, c'est ça, qui vont recopier c'est pas nécessairement des moines, c'est un peu qui veut, mais c'est vrai que le père Agnello, ça c'est le travail, c'est la première branche. Après, pour se reconstruire. Et après, il y a les savoirs, il y a la culture. Et donc, pour ça, il faut des livres. Et des livres, pour les aveugles, c'est en braille. Et donc, il va créer aussi la bibliothèque braille de l'œuvre nationale des aveugles.
qui effectivement, c'est pas comme aujourd'hui où on a des belles grandes machines qui font ça très vite. Ouais. À l'époque, c'est au poinçon qu'on fait les points braille, et donc ça prend beaucoup de temps. Et donc il y a une équipe de plus ou moins 150 copistes qui font tous ces points braille et qui font donc ces livres. Et il y a aussi tous les relieurs à côté qui donc relient les livres. Et pour petit rappel historique, cette langue, ce langage braille, il vient d'où? Alors il vient de Louis Braille, qui a donc inventé le langage braille. Lui-même était aveugle, hein, Louis Braille. Il est tombé aveugle quand il était très très jeune, puisqu'il était enfant. Et il va inventer ce langage justement pour aider les personnes aveugles à savoir lire, à savoir écrire aussi. Donc c'est une vraie révolution et qui va perdurer puisque maintenant encore beaucoup d'aveugles l'utilisent. Alors c'est à Woluwe, c'est ça qu'est installée l'œuvre nationale à l'origine? À l'origine, c'est à Scarbeck. Ouais. Donc, c'est à Scarbeck, c'est avenue d'Ailly. Et en fait, on vient de déménager maintenant à Woluwe, Saint-Lambert. Alors, le dimanche, le Père Agnello recélèbre la messe, c'est ça? Oui. Il redonne des messes. Tout à fait. Et bon, il essaie aussi de faire partager, d'appeler à la générosité des paroissiens. Oui, tout à fait. C'est vraiment très important. Et donc, dès qu'il va créer l'œuvre nationale des aveugles, il va se consacrer à 100% à ça. Il travaille quasi jour et nuit pour ça. Et notamment, ça passe par aller chercher des dons un peu partout, comme on fait maintenant pour toute association. On continue à le faire, mais il est très très actif là-dedans et donc il va effectivement célébrer les messes. Donc il va dans les milieux catholiques, mais il va aussi dans tous les autres milieux pour essayer d'avoir des dons pour soutenir la cause des aveugles et pour la faire avancer aussi, puisque c'est très important pour lui que les gens comprennent comment les aveugles peuvent travailler, peuvent s'insérer dans la société. Donc il va à des colloques, des séminaires un peu partout, à Paris, etc. Et il crée des revues aussi de vulgarisation. Tout à fait. C'est une revue qui s'appelle le Vers la Lumière, qui existe toujours aujourd'hui aussi, et qui, voilà, c'est des textes pour vulgariser vraiment et arrêter que l'aveugle fasse peur. Ça grandit, cette œuvre nationale, elle s'étend aussi, ça ne reste pas confiné à Bruxelles. Hein. Oui, tout à fait. La volonté du Père Agnello, c'est aussi d'aller au plus près des gens, et donc c'est vrai qu'il y a des antennes qui s'ouvrent à Namur notamment, puisque c'est aussi un peu une région qui l'a marqué fatalement, et donc voilà, il va créer notamment ça, et il va aussi créer un service social qui est toujours actif aujourd'hui aussi, et qui est assez précurseur à l'époque et qui offre une aide administrative et juridique aux aveugles. Et notamment aussi un institut pour enfants handicapés et aveugles à Ganspoel, c'est ça, donc en Flandre, et on verra que plus tard ça se scindera en deux entités. Oui. Nous évoquons aujourd'hui le parcours de Charles van den Bosch, le Père Agnello, avec Antoine Terwijn de l'œuvre nationale des aveugles. Ah, ma petite Madeleine. Professeur. Comment ça va? Bien. Et vous? Les effets de la guerre allant au-delà des armistices, on a encore besoin de moi. Je conclus que vous acceptez. J'ai besoin de gens comme vous dans mon service. Ici, c'est les bureaux des médecins et de l'administration. Et les malades? En bas. À 3 salles communes. 2 de chirurgie, 1 de psychiatrie. Pour les contagieux, c'est le pavillon de l'autre côté du jardin. Et les repas du soir sont servis au réfectoire après le service des malades. Mais Antonin Verset n'a rien d'anamnésique. Sa mémoire est figée sur ce que la guerre lui a donné à vivre, comme des fantômes dont il ne peut se détacher, des reviviscences, un infini. Jean, Ernst, Jürgen, Simon, Madeleine. Un jour dans l'histoire, Laurent Dehaussais. Fragment d'Antonin, c'est un film qui évoque les traumatismes, les traumatisés de la Grande Guerre. C'est un film que je vous recommande d'ailleurs, un très très beau film avec Anouk Grimbert qu'on a entendu au début de la séquence. Nous sommes avec Antoine Terwijn de l'œuvre nationale des aveugles pour évoquer le parcours de Charles van den Bosch, que l'on appelait le Père Agnello. Alors Antoine, la Seconde Guerre éclate, le Père Agnello rejoint la résistance. Est-ce que c'est aussi clair que cela? C'est pas aussi clair. Donc au début, il ne la rejoint pas nécessairement, même s'il fait tout pour essayer, notamment que les aveugles soient bien et qu'ils ne soient pas touchés par la Seconde Guerre. Mais en fait, le responsable de la cantine de l'œuvre nationale des aveugles, qui s'appelle René Copine, va lui s'engager dans la résistance. Il passe en Angleterre. Il y apprend notamment le maniement des émetteurs radio. Et il fut parachuté en Belgique avec du matériel radio le 28 février 1942. Le nom de code de sa mission était incomparable. Et sa mission, c'est de rechercher des terrains d'atterrissage pour les parachutes et transmettre toutes ces informations à Londres.
Et donc, arrivé en Belgique, le premier contact qu'il prend, c'est avec l'œuvre nationale des aveugles et donc avec le père Agnello, qui s'engage lui aussi dans la résistance à ce moment-là. Et donc, il va couvrir René Copine, puisqu'il va l'employer comme bibliothécaire relieur à l'œuvre nationale des aveugles. Et dans les bureaux, René Copine transmettait des informations à Londres, donc grâce à un émetteur qui était caché dans la bibliothèque. Et puis, les choses vont mal tourner pour le père Agnello et René Copine. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la Gestapo détecte la provenance des messages et donc René Copine est arrêté le 8 juillet 1942. Il est condamné à mort et d'ailleurs il mourra quelques jours plus tard. Il est très vite exécuté, mais apparemment il y a eu des informations qui ont circulé. On ne sait pas très bien si ça vient de René Copine qui a lâché le morceau sous les tortures ou si ça vient d'autres qui ont mais en tout cas, tout le réseau est vraiment à ce moment-là arrêté, dont le père Agnello, qui est arrêté le lendemain, le 9 juillet 1942. Et puis donc, qu'est-ce qui se passe pour le père Agnello à partir de ce 9 juillet 1942 ? Alors, donc d'abord, les Allemands l'emmènent à l'œuvre nationale des aveugles, ils prennent ses affaires, etc. Et il fut alors incarcéré à la prison d'Anvers. Puis en octobre, il est transféré à celle de Saint-Gilles. Là, il parvient encore à transmettre quelques messages à l'œuvre nationale des aveugles, notamment via le système Braille que les gardiens ne connaissent pas. Mais quelques semaines plus tard, il est transféré en Allemagne et là, il est privé de tout contact avec l'extérieur, donc on n'aura plus aucune nouvelle. Et donc, toutes les nouvelles qu'on a eues après, c'est des compagnons de captivité qui l'ont rapporté à l'œuvre nationale des aveugles. Et donc, on sait qu'il a eu en passage à Esterhuigen et il est transféré à Dachau en février 1945. Dans le bloc 27, chambre 4, et il meurt d'une pneumonie le 9 mars 1945, il a 62 ans. Ce n'est que bien plus tard que son corps est rapatrié. Oui, en fait, donc c'est une mission française qui a été à Dachau justement parce qu'il il a été mis dans une fosse commune et donc on le retrouve en 1962. Et il est enterré au cimetière de Woluwe-Saint-Pierre sur la pelouse d'honneur. Décoré aussi de façon posthume. Oui, il a été aussi décoré de plusieurs médailles de façon posthume. Tout à fait. Alors c'est la fin du père Agnello. Pour autant, l'œuvre nationale continue sa route. Alors qu'est-ce que devient l'ONA à la suite du décès du père Agnello? Alors fatalement, les premières années sont assez compliquées. Donc de 45 à 50, il faut un peu se remettre, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fondateur, mais c'est aussi celui qui agissait tout le temps, qui allait partout pour propager la cause des aveugles. Et mais bon, voilà, il faut s'en remettre. Et donc, dans les années 50, on va vraiment privilégier les sections locales avec Namur, etc. Puisque à cette époque-là, c'est beaucoup les personnes aveugles qui se déplacent vers l'œuvre nationale des aveugles. Et là, ça sera l'œuvre nationale des aveugles qui se déplace chez les personnes. Et ça se fait encore aujourd'hui, puisque nos assistants sociaux aujourd'hui se déplacent dans toute la fédération Wallonie-Bruxelles pour aider les personnes. Alors, bien sûr, on va se développer de plus en plus avec notamment en 1975 une cassettothèque. Alors, ce nom un peu bizarre, c'est simplement des cassettes qui sont enregistrées pour les personnes aveugles. Donc, c'est des livres qui sont enregistrés sur cassette et qui permettent aux personnes, au lieu de lire le braille, parce que tout le monde ne sait pas lire le braille, et puis il y a de plus en plus de malvoyants qui ne lisent pas nécessairement le braille, ou des personnes âgées, on leur propose ceci sur cassette. Bien sûr, maintenant, c'est sur CD. Ouais, c'est une date charnière vraiment quand apparaissent ces instruments, ces outils sonores. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui va révolutionner un peu comme l'était le braille à une époque, puisque ça permettait à beaucoup d'aveugles de lire et d'avoir accès à tout ça. Là, maintenant, aujourd'hui, on a beaucoup plus de CD que de livres en braille, c'est sûr. En un peu avant 1950, je crois, il faut noter aussi la scission nord-sud. Oui, tout à fait. Donc ça, c'était un tout petit peu avant la guerre, c'était en 1938, où il y a eu une scission entre, donc c'était l'œuvre nationale des aveugles de Belgique et elle devient œuvre nationale des aveugles pour la partie francophone et Licht en Lief pour la partie flamande. Alors, autre date aussi qu'il faut noter, c'est 1988 où on crée un service je dirais qui facilite les plus jeunes. Tout à fait. En fait,
c'est toujours dans l'esprit du Père Agnello aussi, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il aidait beaucoup les enfants, il était très attentif à ça. Et donc en 1988, on crée un service pour aider les élèves déficients visuels à s'intégrer dans l'enseignement ordinaire. Donc ils ne sont plus dans l'enseignement spécialisé, on les retire entre guillemets, même s'ils ont un très bon enseignement là, et on les met dans l'enseignement ordinaire, mais pour ça il faut toute une série d'aménagements et c'est ce qu'on fait. L'esprit, vous l'avez dit, hein, Antoine Thérouanne, l'esprit du Père Agnello est toujours là. Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les toutes dernières évolutions ou les révolutions à venir à votre avis? Donc ici, on est dans la modernité puisqu'on vient d'ouvrir en service nouvelles technologies. Donc les aveugles, les malvoyants peuvent se servir aussi d'un iPhone, d'un iPad. Et voilà, là on est vraiment dans l'inclusion puisque les personnes déficientes visuelles sont vraiment comme tout le monde. Donc ils peuvent utiliser. Ça demande un peu d'aménagement, ça demande de la pratique. Et donc c'est ce qu'on peut dispenser aussi. C'est un anniversaire cette année pour l'œuvre nationale des aveugles, je ne sais plus. Non, c'était en 2012 en fait où on a fêté nos 90 ans. Mais ici c'est vrai qu'on a eu un changement important avec notre déménagement à Woluwe. Alors peut-être une adresse peut-être où l'on peut vous demander ou avoir un complément d'information, Antoine Thérouanne. Donc l'adresse postale c'est boulevard de la Wolu 34 boîte 1 à 1200 Woluwe. Et sinon on peut écrire sur info@ona.be. Voilà, merci pour être revenu sur ce parcours d'un personnage finalement assez mal connu de notre histoire. Pourtant, Charles van den Bosch, appelé le Père Agnello, qui a donc créé cette œuvre nationale des aveugles, et puis son destin donc qui a basculé à partir d'août 1914. Merci beaucoup, Antoine Thérouanne.